présente rapidement à CM Canada. Je me présente naturellement par la suite, puis on va tomber dans le vif du sujet. Avant de commencer, j'aimerais savoir, question rapide comme ça, qui, à main levée, est propriétaire d'une PME ici aujourd'hui? Excellent, c'est parfait. C'est très bien. Donc, pourquoi améliorer continuellement vos opérations? Pourquoi ce choix de nom-là? En fait, opération, dans une organisation, nos propriétaires sont souvent opérateurs. Et puis, de plus en plus, on veut les avoir comme étant gestionnaires pour que leur organisation soit en mesure d'être autonome, donc d'opérer sans nécessairement que le propriétaire soit l'homme à tout faire dans l'organisation. Ça va être le sujet principal. Puis pour arriver à faire ça, il faut avoir un plan. Puis comme l'année prochaine, c'est 2016, bien, c'est un peu l'explication à travers le titre. Au niveau d'ACM Canada, on est une firme, ACM pour Accès Consultant Management, on est une firme de gestion, service, conseil dans tout ce qui touche la profitabilité de l'entreprise. Notre mission est de s'assurer que nos propriétaires maximisent les revenus puis qu'il y a le moins d'argent possible qui est laissé au fond, qui est laissé sur la table dans une année financière. Tout ça en gardant de la qualité de vie pour le propriétaire et ses employés naturellement. Moi, Maxime Cloutier, mon nom, j'ai servi de fondateur et de président pour 2 organisations, tant en industrie qu'en service consultatif. Et pour ce qui vous intéresse, bien, de formation, j'ai un MBA. Et pour ce qui vous intéresse aujourd'hui, j'ai réalisé en tant qu'analyste dans les organisations plus de 100 analyses et donc servi d'agent de changement pour environ 250 propriétaires. Ça, c'est au niveau de ma présentation. Maintenant, le contenu de l'agenda. On va voir le contexte global, naturellement. On va établir des objectifs ensemble au niveau de la présentation. Ensuite, j'ai 3 cas. 3 cas vécus. Naturellement, les noms des entreprises et les noms des propriétaires ont été changés pour l'occasion. Puis, on va se concentrer, si on a le temps, à regarder un petit témoignage client. Puis on devrait avoir terminé la présentation dans les 30 minutes demandées. Vous êtes capable de lire comme moi, je vous dirais, les points importants que je voulais faire sortir avec vous sur cette diapositive-là sont les suivants. 242 710 PME au niveau du Québec. C'est non négligeable, c'est très important même. Ça représente 21,8 % des entreprises au Canada. L'autre fait saillant important, les PME maintiennent plus de 55 % de tous les emplois au Québec. C'est-à-dire que vous, en tant que propriétaire, vous embauchez l'équivalent d'une personne sur 2 pour notre province. Donc, félicitations. C'est tout de même remarquable. Et puis, les entrepreneurs travaillent plus de 60 heures par semaine. Ça, par contre, c'est malheureusement pas toujours par choix. Puis on va essayer de voir un peu pourquoi au courant de la présentation. Perspective 10 ans, en fonction de la façon d'opérer qu'on a au niveau de nos PME, en fonction des tendances, des enjeux qui s'en viennent, on prévoit des pertes d'emploi entre 79 à 139 000 au cours des 10 prochaines années, tout simplement rattaché à un manque de plan de relève, ou qui représente actuellement un enjeu de terre, et puis ça représente des pertes économiques environ de 8,2 à 12 milliards de dollars. Maintenant, les objectifs qu'on va se fixer ensemble aujourd'hui, il y en a 3. Ce sont en fait les 3 priorités au niveau des affaires. Donc, quand on se lance en affaires, il y a 3 éléments qui sont importants. Vous pourrez le valider avec moi. L'argent, les profits, les employés, et puis les clients. Ce sont clairement les 3 priorités à garder en tête en tant que propriétaire, et ce, en tout temps en affaires. Donc, je vous pose la question, avez-vous établi c'est quoi les objectifs rattachés à ces 3 priorités-là dans votre organisation, pour votre organisation? On va le voir naturellement ensemble, puis avant d'établir les objectifs, il faut comprendre. Il faut comprendre les forces de notre organisation, mais il faut aussi naturellement comprendre l'ensemble des faiblesses, puis venir éliminer ces faiblesses-là dans l'organisation.
Ça, c'est une chose. Maintenant, une fois qu'on a établi les objectifs, est-ce qu'il y a une synergie à travers ces trois éléments-là, au niveau de l'argent, au niveau des clients et au niveau des employés? Je vous donne un exemple. Prenez Ferrari, par exemple. Ferrari va avoir une stratégie de prix relativement élevée, va avoir naturellement les meilleurs ingénieurs pour développer les produits, puis va aller chercher une clientèle très ciblée, très segmentée. Fait qu'on est à un extrême d'un modèle d'affaires. Prenez à l'opposé complet, prenez Walmart, par exemple. Walmart va avoir une stratégie de prix qui est d'être le moins cher possible, va avoir des employés avec, sans rien dire contre ces employés-là, on en a besoin, mais avec des qualifications moins grandes en termes de compétences et de capacité. Et puis, au niveau de la clientèle, on va cibler une population de masse. Fait que s'il y avait de quoi retenir de la présentation, c'est vraiment qu'est-ce que vous faites dans votre organisation, puis comment vous établissez cette synergie-là à travers les trois éléments qui sont les plus importants. Premier cas, on va y aller au niveau financier. Premier cas, un propriétaire qui s'appelle Sylvain, travaille en industrie de la construction. Sylvain, je vous dirais, quand je l'ai rencontré, se trouvait à être une personne d'action, plus impulsif, axé sur les résultats, axé sur le day-to-day, axé à aller chercher plus puis à répondre rapidement. Par contre, à l'inverse, un peu moins basé sur les faits, un petit peu moins d'analyse, puis vous allez voir les conséquences que ça a eu avec lui. Son entreprise, 4,7 millions de revenus annuels, 38 employés, hausse des ventes de 49,90 % depuis les 4 dernières années. Il est passé de 3,13 millions à 4,69. C'est quand même une bonne augmentation. Par contre, effet complètement inverse au niveau de la profitabilité, donc les revenus divisés par les ventes. Il y a une perte de 73,2 0,02 au niveau de sa profitabilité totale. Il est passé de 9,75 à 2,63. Je peux-tu vous dire que quand je suis arrivé dans cette entreprise-là, mon cher ami Sylvain était un petit peu nerveux. Un petit peu nerveux. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Maxime, je ne comprends pas, mes ventes augmentent, je devrais faire plus d'argent. Puis effectivement, en théorie, le chiffre d'affaires devrait toujours croître au niveau d'une entreprise, au niveau de votre entreprise. Puis en théorie, le profit devrait toujours suivre en tout temps la croissance en termes de chiffre d'affaires. Par contre, ce qui s'est passé, c'est à l'année 2, les profits se sont mis à chuter, même s'il y avait un chiffre d'affaires plus élevé. Puis c'était la principale raison de notre intervention et de notre mandat. Pourquoi ça s'est produit? Un petit diagnostic sommaire sur des éléments clés. On s'est rendu compte assez rapidement, en parlant avec Sylvain, qu'il y avait, pour ses nouvelles activités et pour ses nouveaux centres de profit, le mapping des processus était inexistant. On s'est aussi rendu compte du fait qu'il n'y avait pas de mapping, qu'il était impossible de mettre en place des indicateurs de performance rattachés à son processus d'affaires, ce qui empêchait d'avoir des ratios financiers pour être en mesure de venir contrôler ses résultats sur une base hebdomadaire. Pour vous dire, suite à l'analyse des 4 dernières années financières, on a calculé des pertes annuelles moyennes en mauvaise gestion de 439 218,7. Ça représentait pour Sylvain des pertes de 1 756 $ par jour. Naturellement, quand on est arrivé ensemble à cette conclusion-là, on a arrêté un certain nombre d'opérations, puis on a tourné la page, puis on a trouvé moyen. On ne changera pas le passé, bien évidemment. Par contre, on peut s'assurer que dans le futur, on récupère idéalement au moins la moitié de ça assez rapidement. Pour arriver à ça, ce que j'avais dit à Sylvain, en fait, j'avais dit, est-ce que tu joues, toi, au 649? Est-ce que c'est une activité que tu fais? Puis il m'a répondu de manière très spontanée, non, Maxime, c'est beaucoup trop de hasard rattaché à ça, fait que je me le permets pas. Puis à chaque fois que je mets pas de 5 $ là-dedans, ben je sauve 5 $. Puis sa logique était assez bonne.
Puis j'ai demandé après ça, pourquoi est-ce que de bord tu joues au hasard avec ton entreprise? Puis là, c'est là qu'il y a eu un moment de réflexion, puis qu'il m'a mentionné, ouais, effectivement, vu de cette façon-là, il va falloir apprendre à déterminer c'est quoi les profits que je vais faire dans une année, dans un mois, ou encore même dans un trimestre. Pour arriver à ça, on appelle ça la gestion prédéterminée des profits en grands termes scientifiques. Très simplement, ce que c'est, quand vous regardez un état financier de votre comptable préparé ou vos intérimaires chez vous, généralement, ce qu'on fait, on commence soit par les ventes ou on commence soit par les profits. Nos comptables, ce qu'ils font avec nous, c'est qu'ils vont mettre les ventes dans l'état des résultats. Ensuite, ils vont nous défiler l'ensemble des dépenses, puis ça va nous donner le profit. Petite relation inverse à faire pour s'assurer d'arriver au profit. Tout simplement de prendre vos ventes, de soustraire dans un premier temps. Donc ici, j'avais des ventes de 4 millions, par exemple. Soustraire les profits, 10 %. Pour la prochaine année. En termes de prévisionnel, puis ce qui va nous rester à faire par la suite, ça va être du contrôle puis de la rigueur, puis s'assurer qu'on fait le suivi de manière constante. En résumé, vos ventes moins de profit devraient donner les dépenses, puis on va venir gérer les dépenses. Fait que j'ai segmenté en 6 étapes clés comment arriver à ce résultat-là. Premièrement, définir des objectifs qui sont SMART. Vous l'avez vu sûrement dans les conférences précédentes, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et fixés dans le temps. Par la suite, quantifier des budgets, définir quel est le profit espéré. Aller se comparer aux meilleurs et aux plus performants de notre industrie n'est pas une vilaine chose. Par la suite, identifier les obstacles. Quels vont être les obstacles en termes de gestion financière? Quels vont être les obstacles en termes de gestion de la main-d'œuvre, en termes de besoin de la main-d'œuvre? Et puis, par la suite, établir le plan pour contrer ces obstacles-là. Mettre en place les indicateurs de performance, les KPI, pour s'assurer qu'on vient contrôler les résultats, puis par la suite, effectuer les suivis, tant auprès de l'ensemble des ressources qui sont dédiées à la gestion de ça, à la gestion de ces éléments-là. Donc ça, c'était le niveau financier. Plan de ressources humaines. Plan de ressources humaines, j'ai Steve, industrie manufacturière. Steve, très bonne personne, remarquable quand je suis rentré là-bas. Par contre, épuisé totalement. Personne qui avait à cœur son entreprise, naturellement entreprise familiale, de deuxième génération d'ailleurs, mais qui ne voyait pas clair pour les prochaines semaines, les prochains mois. Un total de 16 employés, profitable, entreprise familiale. Par contre, quelqu'un qui est une bonne personne puis qui gère son entreprise comme un bon père de famille avec un roulement de 56 %, vous comprendrez que ça pèse lourd dans la balance pour lui. Steve, ce que j'ai mentionné, c'est, vous connaissez peut-être déjà ce concept-là, le concept du petit singe. Vous savez, les petits singes le fun qu'on peut prendre pour aller faire chercher un café, une bière, un coke, etc. J'ai dit, Steve, la façon que tu gères ton entreprise actuellement fait penser à ces petits singes-là. Quand tu engages un employé chez toi, tu lui remets un petit singe, tu lui remets des fonctions, des rôles, des responsabilités. C'est à lui maintenant de les assurer. À chaque fois qu'un employé vient te voir dans ton bureau, puis te demande de faire une tâche à sa place, ce qu'il fait, c'est qu'il te prend le petit singe puis va le transmettre dans ton bureau. Toi, tu as 16 employés. Imagine 16 employés, 16 petits singes dans ton bureau, puis imaginez le résultat que ça a à la fin de la journée. Est-ce que vous pensez qu'il est dur de se concentrer? Aucunement capable. De où la fatigue cumulée qu'il y avait. J'ai fait pour le fun son organigramme. J'ai dessiné son organigramme, puis en passant, dans son bureau,
en réalité, là, physiquement, c'était comme ça. Son bureau était central, puis l'ensemble de ses employés avaient tous des bureaux positionnés alentour de lui. Okay. Voyez-vous à quel point les petits singes étaient en mesure d'aller rapidement le rejoindre. Les employés, pourquoi il y a du roulement? Poser des questions à un certain nombre d'employés, en fait, dans ce cas-là, à tous les employés. Est-ce que les gens avaient une définition claire de leur fonction? Ils ont répondu non. Est-ce que les gens recevaient des évaluations de leur performance? Les gens ont répondu non à 75 %. Est-ce qu'ils aimeraient en recevoir une? Les gens ont répondu oui à 75 %. C'est quoi la relation avec la direction? Parce que Steve, tu es une bonne personne après tout. Il y a environ 53 plus 8, il y a 58 % des gens qui disaient avoir une relation moyenne ou inférieure. Aimez-vous le travail que vous faites dans l'entreprise? J'ai 6 personnes sur 10 qui ont mentionné ne pas aimer ce qu'ils faisaient dans l'organisation. Okay? C'est un dur choc, ça, pour un propriétaire. Surtout quand il est axé sur les relations humaines. Diagnostic sommaire, en fait, l'enjeu principal est que tout dans l'organisation reposait directement sur les épaules de Steve. Fait que la vision, les lignes directrices, il n'y en avait pas. Puis l'imputabilité de ses résultats était axée sur lui à 100 %. Le mont Everest, notre Bernard Voyer, notre cher Bernard Voyer dit « c'est d'un sommet qu'on en voit d'autres ». OK? J'ai mentionné à Steve, j'ai mentionné à Steve, si toi tu es seul dans ta petite tente, puis que tu n'as pas de plan pour te rendre au sommet, puis qu'il y a de la neige comme ça en plus dans la montagne, est-ce que tu crois que tes chances sont grandes d'atteindre tes résultats? Naturellement, non. Ce qu'il faut faire, c'est premièrement d'établir un plan, d'établir une vision, d'établir une direction, des objectifs qui sont clairs, un plan d'action pour lui, mais surtout pour l'ensemble de ses employés. Ça, c'est une chose, puis c'est de les rassembler dans un deuxième temps pour qu'ils soient capables de se rendre à des camps précis dans le temps, que ce soit sur 3 ans, que ce soit sur 5 ans, et ou que ce soit annuellement. Puis que ces gens-là, une fois rendus sur le camp, il y ait les outils nécessaires pour regarder en arrière d'eux si le chemin qu'ils ont fait était le bon, puis de regarder puis voir s'ils croient toujours que c'est le pot qui a été fixé au sommet. Pour arriver à ça, naturellement, déterminer le plan d'organigramme au niveau de l'organisation. Donc, identifier les piliers, ce que j'appelle identifier ma garde rapprochée, nos gens de confiance, leur donner des rôles, des responsabilités, puis leur donner des objectifs qui sont quantifiables et mesurables. Puis une fois que ça c'est fait, on va être à mesure d'évaluer leur performance sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle et annuelle. Naturellement, pour que tout ça marche, ça prend une police, si on veut, ça prend des politiques, puis il faut s'assurer que la communication soit claire puis bien définie. Fait que c'était les enjeux les plus importants. Puis une fois que tout ça est en place, pourquoi pas définir une équipe qui va prendre en charge la gestion du changement ou plutôt la gestion de l'évolution de l'entreprise. Puis l'année suivante, bien, on détermine le plan d'action. On s'assure qu'on est toujours en ligne pour atteindre le sommet, puis on continue à augmenter puis à grandir dans cette montagne-là. Ça, c'était le volet. Bien, ça, en fait, c'est le résultat. Fait que résultat, tout le monde allait dans le sens qu'il voulait dans l'organisation. Tout le monde faisait un petit peu ce qu'il voulait en fonction de ses croyances, puis en fonction de ses valeurs. Puis on est arrivé à une vision qui était partagée, unique, avec un focus très défini. Niveau mise en marché maintenant, notre troisième cas. Julie fait la distribution de produits commerciaux. Julie, comment vous dire ça? Julie est une personne qui est très, très, très dynamique et très, très, très émotive. Fait qu'une journée, c'est blanc.
le lendemain, c'est noir. Puis le groupe va toujours la suivre parce que c'est un leader né. Par contre, si le leader part dans une direction puis que la journée d'après, il n'est plus là, le reste de l'équipe fait quoi? Okay? C'est un peu l'état d'esprit quand je suis arrivé dans cette organisation-là qui planait. Elle est très opérateur. En termes de gestion, là, elle n'avait pas la formation. La formation n'est pas tout, naturellement, mais elle n'avait aucun outil en termes de gestion, mais elle avait plein de bonne volonté, par contre. Ses ventes, pour vous monter un peu son élément d'émotivité ou d'impulsivité, ses résultats sont le reflet direct de ce qu'elle est. 2012, elle a vendu 1 million. 2013, 700 000. 2014, 1,35 million, 1 350 000. Ces résultats sont vraiment comme ça. Les marchés B2B, B2C, en fait, elle fait de la vente directe à 80 de son temps et elle avait décroché des contrats avec des distributeurs. Ça représentait 20 donc environ 350 000 $ de son chiffre d'affaires. Très sommairement, pas de plan de vente. L'analyse de la compétition, Julie, c'est quoi ta compétition dans ton organisation? Puis à l'extérieur, elle dit, Maxime, elle dit, je ne suis pas vraiment pensé là-dessus. Là. Moi, j'ai un produit, puis j'avance là-dedans, puis ça marche jusqu'à présent. OK, mais tu sais, définir un peu tes parts de marché, savoir c'est qui tes joueurs, la compétition directe, indirecte. Tu fais un peu de recherche là-dessus? Non, je n'ai pas vraiment été dans cette orientation-là. Okay. Point de différenciation, est-ce que tu vends du service? Est-ce que tu vends une Ferrari ou tu vends un produit dans un Walmart? Tu as le droit, là. Un ou l'autre, c'est correct. Par contre, c'est important de savoir ce qu'on vend. Puis c'est important parce que ça va nous permettre de le positionner auprès de notre clientèle par la suite. Résultat, vous l'avez vu, on a des ventes très aléatoires, puis tout était basé sur une relation de bouche à oreille, donc le monde s'en parlait, mais sans plus. Fait que la première étape avec eux a été de déterminer un plan de vente très précis, de faire une étude de marché pour comprendre qui était la compétition, directe et indirecte, comprendre qui étaient les joueurs dans son segment. Elle visait du régional. Par la suite, faire l'analyse des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces, pour elle, mais aussi par rapport à la compétition. Donc, de savoir où étaient les faiblesses puis les menaces, mais surtout où étaient les opportunités par rapport aux faiblesses de notre compétition, pour arriver à lister nos opportunités. Puis, naturellement, en travaillant de la sorte, on pouvait se pencher sur les opportunités directement, puis développer des tactiques en lien avec ces opportunités-là. Une fois que les tactiques étaient développées, on est rendu en termes d'exécution, en termes de livrables ou d'opération, pour voir les résultats de ce qui était prévu par tactique, puis s'assurer qu'on garde la rigueur puis qu'on fait du suivi sur les éléments qui ont été mis en place. J'ai mis des résultats de cette croissance-là, quand on est intervenu, très simplement, des solutions, recommandations. On a ciblé la clientèle, comme je vous ai mentionné. On a segmenté, parce qu'elle, elle visait tout le monde, mais on a segmenté dans un premier temps. On a fait l'achat de listes rattachées à la segmentation de la clientèle qu'on a fait. Puis, on a mis une équipe de télémarketing pour aller assurer d'atteindre du moins des prospects. Coaching de vente, on avait un directeur des ventes qui était très démotivé. Fait qu'on on l'a rencontré. On a montré comment monter des meetings avec une structure de vente. Puis, on a mis des objectifs de performance rattachés à du quantifiable et du mesurable. Puis, naturellement, pour les outils de vente, c'est beau avoir des vendeurs, mais s'ils ne sont pas outillés, c'est normal que le développement de l'entreprise soit plus difficile. Fait qu'on a mis en ligne l'entreprise, puis on s'est inscrit au niveau des réseaux sociaux pour augmenter sa visibilité et sa notoriété. Les résultats, juste pour vous donner une idée, dans le mois qui a suivi, on a augmenté son chiffre d'affaires de 10 Donc, je vous dirais, on a décroché en contrat au niveau des ventes directes
et des distributeurs pour 130 quelques mille de chiffre d'affaires. On a été chercher une équipe motivée parce que mon leader était réorienté dans la bonne direction et surtout avait des gens qui étaient également motivés. Et puis, on a assuré le suivi, puis donné les outils pour que Julie soit en mesure de contrôler ses activités, mais surtout parfois ses impulsivités. Excusez-moi. Ça se trouve à être financier, organisationnel, puis la stratégie de développement. Si je reviens aux objectifs du début de la rencontre, j'en avais trois priorités des entrepreneurs puis des gens en affaires. Les revenus, communiquer par la suite aux employés, puis s'assurer que notre client est satisfait. Puis maintenant, dans vos organisations à vous, questionnez-vous là-dessus. Allez chercher comment la synergie entre ces trois éléments-là apparaît dans votre organisation. Une fois que ça c'est fait, surtout ce que vous voulez faire, il y a votre plan d'action. Une fois que ça c'est fait, assurez-vous que vous avez des objectifs qui sont quantifiables puis mesurables pour chacun de ces trois éléments-là. Et puis, par la suite, assurer le suivi et le contrôle de vos activités. Fait qu'en termes de présentation, c'est le contenu que j'avais pour vous. Ce que je vais faire pour terminer, ça va être de vous présenter un petit vidéo d'un témoignage client. Puis on va terminer. J'ai débuté dans le domaine de la vitrerie il y a plusieurs années. Par la suite, j'ai fait l'acquisition d'un bâtiment pour augmenter mon chiffre d'affaires, que je pourrais dire qu'il a triplé, mais les profits n'étaient pas au rendez-vous. Le téléphone sonne, c'est ACM au bout du fil. Je jase un peu avec eux et puis je me mets d'accord pour rencontrer Maxime qui, lui, fait l'analyse des états financiers des 4 dernières années pour m'expliquer exactement la problématique. On fait venir ton équipe, une personne pour les ressources humaines, une personne pour la gestion financière et puis une personne pour le marketing. Donc, avec les ressources humaines, on a fait des tâches pour chaque employé et puis une analyse des états financiers avec Hakim, qui lui a fait des programmes budgétaires et puis surtout des programmes Excel pour les chargés de projet et les contremaîtres sur les chantiers. Côté marketing, on a fait une étude de marché, ce qui nous a permis d'avoir une meilleure stratégie de mise en marché. En conclusion, depuis le passage d'ACM, c'est vraiment une nouvelle compagnie qui ressort de ça. Dans mon cas, 60 heures semaine, ça n'existe plus. C'est 40 heures normalement. Je vous dirais, tout est plus facile. Le suivi des projets, la fabrication, vraiment, ça a apporté beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention.